Le sang n'a fait qu'un tour chez le descendant de Dirage, qui n'a pas mâché ses mots face à ce qu'il qualifie de cartel footballistique enraciné dans les rouages opaques de la CAF, particulièrement au Maroc. Dans une ambiance survoltée entre indignation à vif et climat électrique, il a lancé une salve verbale qui a fait vibrer les trottoirs des passionnés du ballon rond de Casablanca jusqu'au Caire. Selon lui, il ne s'agit pas de simples bévues d'arbitrage ou d'un mauvais alignement des étoiles. Tout serait orchestré à la note près, préparé dans l'ombre avec un soin diabolique, bien avant même que le premier sifflet ne retentisse. Il tire la sonnette d'alarme. La canne, le sang n'a fait qu'un tour chez le descendant de Dirage, qui n'a pas mâché ses mots face à ce qu'il qualifie de cartel footballistique enraciné dans les rouages opaques de la CAF, particulièrement au Maroc. Dans une ambiance survoltée entre indignation à vif et climat électrique, il a lancé une salve verbale qui a fait vibrer les trottoirs des passionnés du ballon rond de Casablanca jusqu'au Caire. Selon lui, il ne s'agit pas de simples bévues d'arbitrage ou d'un mauvais alignement des étoiles. Tout serait orchestré à la note près, préparé dans l'ombre avec un soin diabolique, bien avant même que le premier sifflet ne retentisse. Il tire la sonnette d'alarme. La canne ne serait qu'un théâtre, où les rôles sont distribués d'avance. À en croire les dires du petit-fils de Dirage, il ne fait aucun doute, l'idée que le sort des matchs se joue encore sur la pelouse appartient au passé. Pour des millions de fans désabusés, le football africain se joue désormais à huis clos, derrière des portes capitonnées, où l'on trace des tableaux, pas des tactiques, mais des scripts préfabriqués. Il affirme que ces combines ont germé bien avant le coup d'envoi, que tout a été huilé pour favoriser sans la moindre gêne un gagnant soigneusement sélectionné. Et surprise, ce fameux favori n'est autre que le pays hôte prêt à tordre le cou à la justice sportive si c'est le prix à payer pour brandir le trophée. Quant à la CAF, elle n'aurait pas seulement fermé les yeux, elle aurait tenu la lampe. Selon lui, si l'on devait dresser la liste des grandes victimes de cette mascarade organisée, l'Égypte y tiendrait une place de choix. Coincée dans un labyrinthe semé d'embûches entre sifflets ambigus et pressions fantômes, la sélection égyptienne a dû affronter une épreuve de force, pendant que d'autres nations naviguaient sur un tapis rouge déroulé jusqu'aux demi-finales. Il pointe notamment du doigt des révélations fracassantes signées Ozdin Ahmed, une voix respectée dans le journalisme sportif, relayée en prime time sur les grandes chaînes. Celle-ci exposerait un plan préécrit où certains pays comme le Maroc ou le Sénégal auraient été sacrés chouchou du tournoi avant même que le premier ballon ne roule. Et pour ne pas gâcher la fête, ils auraient été placés aux extrémités opposées du tableau, histoire de se retrouver en apothéose le jour de la grande finale. Aux yeux du petit-fils de Deraji, il ne reste plus de doute possible, absolument tout aurait été chorégraphié bien avant le coup d'envoi. Du moment du tirage au sort jusqu'à l'ordre des rencontres, en passant par les décisions arbitrales, rien n'aurait été laissé au hasard. Et pour une nation aussi prestigieuse que l'Égypte, pourtant auréolée de titres et forte d'un héritage continental, il ne resterait qu'un seul moyen de gagner s'asseoir à la table des combines et jouer le même jeu que ceux qui tirent les ficelles. Une réalité qu'il juge profondément désolante, car pour lui, c'est sur la pelouse que tout devrait se jouer avec du talent, du courage et du mérite, pas dans les salons où se marchandent les résultats. Et comme pour illustrer cette logique viciée, il revient sur un épisode révélateur, l'affaire Petkovic. Un simple malentendu, presque insignifiant, aurait été grossi à outrance jusqu'à devenir une affaire nationale. Pendant ce temps, d'autres actes, bien plus discutables, mais commis par des camps protégés, sont passés sous silence. Des témoins affirment même que c'est l'arbitre qui aurait évité la poignée de main, mais cela n'a pas empêché une véritable machine médiatique de s'emballer pour salir l'image de l'équipe algérienne
préparant le terrain à des décisions injustes. Et comme si cela ne suffisait pas, il rappelle aussi les propos glaçants d'un ancien joueur algérien. Selon lui, la victoire du pays hôte ne serait qu'un écran de fumée, un outil politique destiné à apaiser la grogne sociale, une population qui, au lieu de stades flambant neufs, réclame des hôpitaux, des écoles et des usines. Le sport ici ne serait plus une passion, mais un calmant. D'après ses dires, le sport n'a plus simplement pour mission de divertir, il serait désormais un levier politique utilisé comme rideau de fumée pour calmer les foules et détourner les regards des vraies urgences. Gagner la Coupe d'Afrique. Ce ne serait plus une ambition sportive, mais un objectif stratégique soigneusement mis en scène par ceux qui veulent acheter la paix sociale à coups de trophées. Il affirme aussi que la CAF, autrefois censée incarner l'autorité sportive du continent, est aujourd'hui gangrenée par des influences bien identifiées, soumises à des jeux de pression qui en ont réduit l'autonomie à une coquille vide. Les multiples tentatives de bousculer le calendrier ou d'imposer des horaires sur mesure ne seraient donc pas des erreurs de gestion, mais des manœuvres bien calculées au service d'intérêts opaques. Même si certaines de ces manipulations ont échoué, le constat est sans appel, cette édition de la CAN, selon lui, touche le fond, un fiasco en matière d'organisation, une honte pour l'arbitrage et un naufrage total en termes de crédibilité. Le petit-fils de Deraji n'a pas mâché ses mots en relayant les déclarations enflammées du journaliste tunisien Larbis Nanouria, qui ont mis le feu aux poudres. Ce dernier accuse le parcours du Maroc, dans ce tournoi, n'aurait rien d'un hasard, mais serait soigneusement balisé à son avantage. Et les décisions arbitrales controversées, visant notamment l'Algérie et la Tanzanie, des pièces d'un puzzle, dont l'image finale devait servir encore et toujours les intérêts du pays organisateur. Pour Nanouria, c'est ni plus ni moins qu'une gifle portée à l'honneur du football africain. Mais ce n'est pas tout. Le petit-fils cite aussi un journaliste marocain qu'il salue comme courageux pour avoir levé le voile sur des détails troublants horaires, des matchs ajustés à la perfection, absence d'adversaires devinés à l'avance et même carton rouge annoncé avant d'être distribué. Un scénario si bien huilé que certains ne se donnent même plus la peine de le cacher. Pour Deraji, ces éléments montrent que le résultat ne se joue plus sur le terrain, mais sur la table de montage. Et le prix de cette superproduction truquée, des géants comme le Nigeria, l'Égypte ou le Sénégal, tous relégués au rôle de figurants malgré leur prestige. Les justifications habituelles, fatigue, cycle terminé, manque de forme ne seraient que de commodes paravents pour cacher l'intention réelle, pousser une équipe bien précise vers le trône. Le public. Il n'est plus dupe. Ce qui se chuchotait timidement dans les couloirs est désormais crié haut et fort sur les réseaux, dans les stades, dans la rue. Le lien de confiance est brisé. C'est pourquoi Deraji appelle à une véritable enquête indépendante et sans compromis pour faire tomber les masques de ce qu'il nomme la mafia du football africain. Selon lui, le silence est devenu une complicité et chercher la vérité n'est plus une option, mais un impératif moral. Parce qu'au fond, dit-il, le football n'appartient pas à quelques intérêts de coulisses, il appartient au peuple. Et ce peuple mérite mieux que des matchs aux résultats déjà écrits. On ne parle plus ici de simples soupçons passagers ou d'élan de frustration post-match. Non, ce malaise s'est installé comme une ombre persistante, gravée dans la mémoire collective des fans, des commentateurs et même de ceux qui foulent la pelouse. Ce n'est plus un bruit de couloir, c'est une sensation lourde enracinée, née d'un enchaînement de compétitions à l'arrière-goût amer de décisions qui défient la logique sportive et de mises en scène qui bizarrement se répètent. Le doute a laissé place à une quasi-certitude, celle que le football africain autrefois porté par la passion et l'équité s'égare lentement et dangereusement.
Ceux qui jadis incarnaient l'espoir des peuples, la voix brute du talent pur et l'orgueil des quartiers semblent aujourd'hui enchaînés à des dynamiques qui n'ont plus rien à voir avec le sport. Jeu d'influence, intérêt masqué, stratégie politique, voilà désormais les maîtres du jeu, et ceux qui crient leur colère ne le font pas par caprice. Leur indignation repose sur des faits concrets, des incohérences flagrantes, des décisions incompréhensibles et des paroles institutionnelles qui se contredisent au fil des jours. Cette rage, loin d'être aveugle, est éclairée par une accumulation de vérités qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main. Quand on aligne tous ces éléments, décisions douteuses, choix incompréhensibles, déroulement prévisible, un portrait troublant prend forme, celui d'un tournoi dont le scénario semble avoir été rédigé bien avant le premier coup de sifflet. Le sport, au lieu d'être l'arène du mérite, devient le théâtre des stratégies de coulisses et des calculs institutionnels. Ce constat fait d'autant plus mal qu'il frappe des peuples pour qui le football n'est pas un simple loisir du dimanche, mais une langue partagée, un échappatoire émotionnel et parfois même la seule source de bonheur collectif dans un quotidien marqué par les difficultés. Et ce qu'il y a de plus alarmant, ce n'est peut-être pas que les polémiques existent, car dans tout grand tournoi, elles pullulent. Ce qui inquiète vraiment, c'est qu'on s'y habitue, que ces soupçons ne choquent presque plus, qu'ils deviennent une part intégrée du spectacle, comme si l'idée d'un match équitable était devenue un conte pour idéalistes. Le vrai drame, c'est ce basculement invisible quand les fans, au lieu de vibrer pour le jeu, commencent à se demander quel épisode a été décidé en coulisses. À cet instant précis, ce n'est pas seulement le jeu qu'on trahit, c'est toute la magie du football qu'on assassine. Quand le doute devient la norme, c'est la flamme qui s'éteint. Et sans cette flamme, le football n'est plus qu'une coquille vide, un spectacle sans âme. Cette érosion de confiance n'épargne personne, elle infiltre les vestiaires, atteint les joueurs, les entraîneurs, même ceux qui se murent dans le silence. Comment demander à un athlète de se battre corps et âme, d'y croire jusqu'au bout, quand au fond de lui, une petite voix lui murmure que tout est déjà joué? Comment exiger loyauté, respect des règles esprit sportif, quand ceux censés garantir l'équité semblent regarder ailleurs à chaque dérapage? L'injustice répétée ne pousse pas seulement à la colère, elle fatigue l'espoir. Et sur le long terme, ce climat délétère agit comme un poison lent. Il étouffe les vocations, brise les élans, pousse les jeunes talents à fuir vers d'autres continents perçus comme plus justes, plus droits, plus propres. Mais attention, croire que tout cela n'est qu'une querelle entre drapeaux ou une simple guerre de tribunes serait une erreur de lecture. Le mal est bien plus profond. Ce n'est pas une rivalité entre équipes, c'est un chantier abandonné. Ce qu'on remet en question ici, c'est la colonne vertébrale même du football africain, la façon dont il est gouverné, la transparence de ses choix, l'indépendance de ses arbitres et commissions, et même le rôle des médias bâtisseurs ou démolisseurs de vérités officielles. Ce n'est pas un match perdu, c'est une alarme. Aussi longtemps que ces problématiques ne seront pas affrontées avec un minimum de courage et un soupçon d'honnêteté, le scénario restera inchangé, les mêmes accusations ressurgiront, les mêmes débats stériles referont surface à chaque tournoi, et le cercle vicieux de la suspicion ne fera que se renforcer. Il est fondamental de ne pas confondre la critique d'un système avec un rejet de toute une identité sportive. Bien au contraire. Ceux qui osent parler, qui dénoncent les dérives, sont souvent les plus passionnés, ceux qui ont grandi au rythme des exploits légendaires du football africain, ceux pour qui un but à la dernière minute n'est pas qu'un score, c'est un souvenir gravé. Et c'est justement parce que ce sport pèse si lourd dans le cœur de millions de personnes que chaque trahison, chaque injustice provoque un choc émotionnel si profond. Face à ces dérives, se taire reviendrait à baisser les bras,
voire pire, à devenir complices. Le futur du football sur le continent ne se jouera pas uniquement sur les pelouses, mais dans la capacité de ses dirigeants à écouter ce mécontentement croissant. Ces voix qui s'élèvent ne sont pas là pour détruire ni pour diviser. Ce sont des avertissements, des appels à réparer ce qui peut encore l'être. Rebâtir la confiance, ce ne sera ni rapide ni simple. Il faudra plus que de beaux discours, des gestes forts, des décisions nettes, des instances de contrôle vraiment indépendantes et surtout une transparence assumée. Il est temps de remettre le football au centre, pas comme prétexte, mais comme priorité. Sans une volonté réelle de placer le jeu au-dessus des jeux d'influence, les paroles apaisantes resteront creuses et les promesses balayées par un scepticisme devenu majoritaire. Au fond, ce message n'est pas un verdict sans appel,